Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Ce 11 juin marque le début des épreuves du baccalauréat professionnel. Alors quel bilan après les dernières réformes? Et puis surtout, la filière pro peut-elle enfin espérer être choisie par choix et non par défaut, comme certains le disent? On en parle avec nos invités dans quelques instants. Permettre aux élèves atteints de déficience mentale de pouvoir conserver une continuité pédagogique grâce à une application, c'est le projet DoTop. On en parle dans la seconde partie de l'émission. Dans sa chronique Vue à l'étranger, Guillaume Buan vous proposera une vision européenne de ce qui se passe en France après les élections. Mais tout de suite, place à l'actualité avec Guillaume Buan. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir tout le monde. 2 jours après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, l'heure est à la mobilisation contre l'extrême droite. 3000 personnes rassemblées place de la République à Paris après l'appel lancé par les syndicats étudiants et les organisations de jeunesse de partis politiques. Même chose également dans de nombreuses villes de France. On pense à Toulouse, 6200 participants, plus de 2000 à Marseille, 4000 à Rennes, 2800 à Bordeaux, 1 millier à Montpellier, Saint-Étienne ou encore à Besançon. Objectif, empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir et appeler à l'union de la gauche. Écoutez justement ces réactions recueillies au micro de France Inter. Une grosse union, et c'est nécessaire, on n'a pas le choix en fait, il faut s'unir, il faut montrer que la gauche est forte, que la gauche est radicale aussi, que la gauche s'intéresse à tous les sujets, qu'elle va tenir ses promesses. Et moi ce que j'attends surtout c'est de l'honnêteté de la part de la gauche, et qu'ils arrêtent de jouer aux politiciens. Je pense que chaque parti tout seul ne pourra pas vraiment faire face à l'extrême droite, je pense que si ça lie pas ce sera catastrophique. On va pas replâtrer des années de division en 3 semaines, voilà. Mais bon, si ça peut permettre d'éviter que le Rassemblement national arrive au pouvoir, c'est déjà positif. Évidemment il y a des divergences qui ne sont pas des moindres, je veux dire, mais à un moment donné, là, je crois que la menace est tellement forte que c'est une évidence. Là, c'est simple, on se fout de qui présentera qui. Il faut qu'il y ait une candidature unique de gauche dans chaque circonscription. Même si c'est pas quelqu'un pour qui j'aurais voté, mais j'irai voter pour lui. Arrêtez avec vos guerres d'ego, arrêtez de ressasser le passé de ce qui n'a pas marché. Alors, une nouvelle manifestation se tient actuellement place de la République à Paris. Dans le même temps, on a les 5 organisations syndicales de la CFDT en passant de la CGT à l'UNSA qui appellent à manifester massivement ce week-end. Notre République et notre démocratie sont en danger. Tels sont les mots choisis par les syndicats dans leur communiqué. En attendant, les Français sont de nouveau appelés au vote le 30 juin et le 7 juillet prochain pour les législatives. Une campagne donc électorale assez express. Une vingtaine de jours, effectivement, d'autant plus que les candidatures vont devoir être déposées à partir de demain, avec une date fixée à 18h le dimanche 16 juin prochain. Et un échiquier politique qui ne cesse de bouger. Éric Ciotti, le président des Républicains, s'est dit prêt à un accord avec le Rassemblement national. Une décision qui a été saluée par sa présidente Marine Le Pen, tandis que les cadres de son parti, des Républicains, appellent Éric Ciotti à sa démission. L'heure est à la mobilisation. Également du côté du parti présidentiel, Bruno Le Maire tente notamment de séduire les électeurs du Rassemblement national. C'était ce matin au micro d'RMC. Le projet, c'est la sécurité et l'autorité. Priorité numéro 1. J'entends les critiques, j'entends les interrogations. Oui, nos compatriotes ne supportent plus, et ils ont raison, le laisser-aller. Les règles qui sont bafouées, l'impunité pour ceux qui ne respectent pas les règles et parfois les sanctions pour ceux qui les respectent. Mais je souhaite que nous puissions prendre des mesures très fortes, par exemple sur la délinquance des mineurs, qui est devenue aujourd'hui, partout où vous circulez en France, un vrai sujet. Est-ce qu'il ne faut pas changer notre politique pénale? Voilà la question que je pose. C'est le moment de décider. Je suis favorable à une nouvelle politique pénale pour les mineurs, pour durcir les sanctions et surtout, s'assurer que quand un policier, au risque de sa vie, a arrêté un mineur délinquant, le mineur délinquant est immédiatement, et je dis bien immédiatement, sanctionné. À gauche, cette fois-ci, l'heure est à l'union avec la création d'un nouveau front populaire. Il faut à présent relancer la machine, selon Yannick Jadot, qui était au micro de France Inter. Il y a des rendez-vous dans l'histoire qu'il ne faut pas rater. Quand effectivement l'extrême droite est à portée de canon de l'Assemblée nationale, qu'elle a été tellement mise en valeur malheureusement par le président de la République, il faut un sursaut, il faut un électrochoc. La première phase, c'est cette union. Cette union, c'est une coalition. Si cet accord, qui n'est pas finalisé, mais qui rassemble 4 formations politiques, si ça s'arrête là, ce sera une bonne stratégie de défense comme en 2022. Pour que ça gagne,
pour que l'extrême droite, potentiellement avec des alliés à droite, ne prenne pas l'Assemblée nationale, ne soit pas majoritaire. Il faut que le peuple de gauche se réveille, se lance dans cette campagne. Et puis pour terminer, côté Rassemblement National, eh bien, dès ce matin, Jordan Bardella faisait déjà un appel du pied aux Républicains. Écoutez, c'était sur RTL. J'ai lancé un appel à toutes les formations politiques et je vous annonce que j'ai eu un certain nombre de discussions avec des gens qui ne sont pas de ma famille politique, avec des cadres des Républicains. Nous sommes jour et nuit depuis dimanche soir, suite à l'annonce du président, en train de travailler pour investir nos candidats. Et moi, le message que je lance aux Français, c'est rester mobilisés parce qu'en fait, l'enjeu de cette élection législative, c'est de choisir une nouvelle majorité et de choisir un nouveau gouvernement pour redresser le pays. Et moi, j'appelle vraiment les Républicains à cesser d'être la béquille politique d'Emmanuel Macron. Si vous avez des convictions, si vous aimez votre pays, si vous voulez contribuer au rétablissement de l'ordre et de l'autorité sur notre sol au service des Français, venez travailler à nos côtés. Moi, je vous tends la main comme je l'ai toujours fait. Et c'est également synonyme de retour de sondage. Les premiers commencent à apparaître avec celui de Toluna Harris Interactive pour RTL M6. C'est Challenge. Le Rassemblement National figure en tête des intentions de vote. 34% contre 22% pour l'Alliance de gauche. 19% pour les candidats soutenus par Renaissance. Dans le détail, le Rassemblement National s'en sortirait donc avec 235 à 265 sièges au Parlement. Renaissance et ses alliés auraient aux alentours de 125 à 155. Et puis pour l'Alliance de gauche, il y aura entre 115 et 145 selon les premières estimations. Côté éducation, il est question de Parcoursup avec l'ouverture de la phase complémentaire sur la plateforme d'orientation. On l'aurait presque oublié, effectivement. Attention, les quelques 645 000 élèves de terminale et 169 000 étudiants qui souhaitent se réorienter ont jusqu'au 10 septembre prochain, 23h59, pour formuler de nouveaux vœux. Seules les formations ayant des places disponibles sont proposées sur cette phase, explique la plateforme. Les dernières propositions d'admission seront envoyé le 12 septembre. Vous pouvez faire jusqu'à 10 vœux pour les places où il y a des formations. 10 autres vœux également pour les formations en apprentissage sont concernés. Les élèves qui n'ont pas eu de proposition d'admission, celles qui ont eu des réponses négatives ou encore celles et ceux qui sont en attente et qui peuvent postuler. Dans l'actualité également, direction le Nord, près de Lille, où un élu a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs. La victime aurait 16 ans. Il est soupçonné de l'avoir violée et agressée sexuellement. Il est placé en détention provisoire. Selon le procureur de la République, les faits dénoncés remontent au début de l'année et jusqu'en mars dernier. Le mis en cause aurait 38 ans. Il est le deuxième adjoint à l'actuel maire de la commune. Il est élu depuis une dizaine d'années. La victime présumée est un adolescent qui fréquentait une association de Déchy, la commune. D'après plusieurs médias locaux, il y aurait une autre plainte également qui a été déposée contre lui. Cette fois-ci, il s'agit d'un homme majeur qui l'accuse là aussi d'agression sexuelle. L'enquête se poursuit. Et cette information qui pourrait relancer le début sur l'apprentissage des premiers secours. Victime d'un arrêt cardiaque après une course, un élève est sauvé par les gestes prodigués par sa prof de sport. Nous sommes en Loire-Atlantique, à Sainte-Anne de Carquefou. Tom, 15 ans, élève de 3e au collège, participait mi-mai à une course d'orientation. Une fois terminé, l'élève s'est écroulé au sol. Plus qu'un simple malaise vagal, il a tout simplement fait un arrêt cardiaque. Et la formation premier secours qui notamment apprend à comment effectuer un massage cardiaque a donc sauvé Tom ce jour-là. C'est sa prof de sport qui a l'habitude de former les élèves en prévention de secours civique de niveau 1, le PSC1, qui connaît ses gestes et qui a pu sauver ce jeune. Pendant plus de 7 minutes, elle a effectué ce massage cardiaque tout en lui donnant de l'air. Les élèves autour étaient paniqués. Les pompiers ont pris le relais. L'adolescent est revenu à lui. Le PSC1 qui est désormais appris au collège et qui est un prérequis d'ailleurs pour passer le concours de professeur. Le directeur de l'école a réagi sur l'importance de son apprentissage basé sur le volontariat. Il est obligatoire depuis 4 ans. L'équipe pédagogique va même peut-être prendre une piqûre de rappel. Voilà ce qu'a déclaré ce directeur à nos confrères de Ouest France. Merci beaucoup Guillaume. Jour J pour les élèves de filière professionnelle. Les premières épreuves du bac se sont déroulées aujourd'hui. Les résultats seront-ils au niveau après les dernières réformes voulues par le président de la République? La filière pro deviendra-t-elle une voie de choix, une voie d'avenir? Enfin, on va en parler tout de suite avec nos invités. Pour en parler, deux fidèles du Grand JT. Pascal Vivier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, secrétaire général SNETA FO. Dylan Ayessi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, fondateur de Une Voix pour tous. Alors on va parler de la filière pro. La filière pro, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, j'espère, à tous les Français. La réforme des lycées pro aura bien lieu à partir donc de la rentrée 2024. Rentrée 2024, c'est bientôt quand même, c'est dans 3 mois. C'est maintenant. Avec l'adoption du texte, malgré
malgré les réticences de beaucoup de syndicats, beaucoup de personnes du monde de l'éducation, notamment, et on va les égrener ensemble, sur le nombre d'heures perdues d'enseignement au profit effectivement d'un stage pour ceux qui désirent faire ce stage en seconde partie d'année de terminale. Alors parlons de ce stage, mais juste j'aimerais ajouter avant cela que Gabriel Attal, alors qu'il était ministre de l'Éducation, avait annoncé une augmentation du volume horaire dans les enseignements généraux en terminale et la généralisation aussi des groupes, et on va y venir, à effectifs réduits en français et en maths. Donc du coup, c'est un flou total pour ceux qui ne sont pas dans ce monde-là, parce qu'on est complètement perdu sur ce que ça veut dire. Diana Yassi, ça veut dire quoi? Ça veut dire un stage, donc moins finalement d'enseignements généraux, ou plus d'enseignements généraux, du fait de la demande de Gabriel Attal. Je pense qu'il y a une confusion sur l'attente qu'il y a dans les stages de lycée professionnel. Il y a cette perspective de la terminale en 2 temps, avec soit la possibilité de poursuivre sur une formation sur les fondamentaux, soit une possibilité d'aller sur de l'insertion professionnelle. Mais on n'arrive pas très bien à comprendre finalement comment est-ce que ça va se matérialiser et quel est l'intérêt derrière. Et surtout, comment est-ce que les élèves qui vont y être orientés le seront. Et nous, il y a l'enjeu qui nous semble fondamental dans la construction de toutes les réformes éducatives, en particulier celles qui concernent la voie professionnelle, qui est celui du choix de l'élève. Et finalement, comment est-ce qu'on arrive dans toutes les conditions, qu'il s'agisse du stage en terminale, qu'il s'agisse de l'orientation en 3e, qu'il s'agisse de l'orientation en seconde, comment est-ce qu'on arrive à garantir que les élèves et les familles ont le choix, ont le dernier mot sur leur orientation. Et le choix qui est un choix qualitatif et non pas le fameux choix par défaut dont on parle systématiquement pour la voie pro. Absolument. Et en fait, ça, c'est la condition qui permet d'avoir une scolarité qui soit réellement confortable pour les élèves et heureuse, parce que la notion d'épanouissement doit revenir dans le débat éducatif. Donc finalement, il y a effectivement des débats sur est-ce qu'on augmente le temps en entreprise, est-ce qu'on augmente le temps en stage, parfois des débats qui tombent parfois dans certaines formes d'idéologie, ou en tout cas de vieux débats éducatifs. L'enjeu principal, c'est comment est-ce qu'on garantit que les élèves sont épanouis dans leur scolarité. Et malheureusement, ça semble pas encore être sur la table à ce niveau-là. Pascal, une réaction déjà. On est dans une période très particulière parce que tous nos élèves sont en examen. Donc on a actuellement entre 160 000 et 200 000 élèves qui passent les CAP et le bac. Donc déjà, je leur souhaite bon courage et pleine réussite. C'est déjà une bonne chose. Et donc on est dans une période où les négociations sont un peu plus difficiles. Et vous le disiez, toutes les organisations syndicales unanimement étaient opposées à cette réforme parce qu'elles ne répondaient à aucune des questions qui étaient posées. Dylan en a parlé d'une, c'est l'épanouissement des jeunes, l'intérêt que les jeunes ont pour un métier, pour une voie, pour une future carrière. Et est-ce qu'il y a un intérêt à faire plus de stages, et quel est le but de ce stage? Personne ne le sait. Et aujourd'hui, dans cette période du mois de juin, on organise dans les établissements scolaires ce qu'on appelle des conseils d'enseignement, où il y a une répartition des classes, mais également on va parler de comment s'organise la terminale. Et je peux vous dire que sur les 2200 établissements scolaires qu'on a à gérer, c'est une cuisine interne où chacun fait ce qu'il veut et personne n'a de directive précise sur comment on va s'organiser cette année de terminale. Ni pour les jeunes, est-ce qu'ils vont pouvoir rester ou pas, mais même pas pour l'organisation dans l'établissement scolaire. On devait commencer un round de discussion dès le mois de juillet avec le haut commissaire qui remplace la ministre déléguée, mais également la ministre Belloubet. Ce matin, on a reçu un message suite à la dissolution où tout est suspendu pour cause de réserve pendant cette campagne électorale. Donc, de toute façon, on sait que chaque établissement va devoir se débrouiller, mais sans directive. Donc on ne voit pas l'intérêt pour les jeunes d'aller plus en entreprise. D'ailleurs, les entreprises ne comprennent pas. Elles nous disent « mais pourquoi vous voulez nous le mettre plus en entreprise ?» Donc, c'est-à-dire, excusez-moi, c'est important ce point, parce qu'on espère, ou en tout cas, c'est le gouvernement qui l'avait dit, plus d'insertion professionnelle. Alors déjà, c'est une question, est-ce que c'est bien? Bon, premièrement. Et la deuxième chose, et pourquoi les entreprises pensent que c'est une mauvaise chose? Ils ne se disent pas que finalement, c'est une possibilité de recruter un maximum de jeunes étudiants pour la suite? Déjà, on ne les a pas mis autour de la table. Quand vous ne mettez pas les parents, les élèves, les entreprises, les acteurs de l'éducation, savoir les profs, autour de la table pour discuter
discuter de ça sert à quoi l'enseignement pro? Vers où on amène les jeunes? Est-ce qu'on répond à leur envie ou au contraire on les contraint dans un chemin qui n'est pas le leur? Tant que vous ne mettez pas tous les acteurs autour de la table et que vous les prenez séparément, vous n'avez pas de réponse. Donc les entreprises, elles ne savent pas pourquoi elles ont des stagiaires. Et en plus, elles sont confrontées à de nouveaux stagiaires. Les stagiaires de seconde générale et technologique, où aujourd'hui, on a eu un message aussi qui nous apprend que 70% des jeunes auraient signé un stage de 15 jours en juin. On est plutôt au taux de la moitié. 1 sur 2 ont réellement signé un stage. D'autant plus qu'il y a la filière générale aussi qui a les stages de seconde. C'est de ça dont je parle. Ouais. Et les entreprises, elles se disent, mais comment je fais la différence entre un troisième de collège, un seconde générale et technologique, les secondes, premières, terminales de lycée pro, ceux qui sont en BTS, ceux qui sont en IUT où ils ont 3 mois. On n'a pas demandé aux entreprises ce qu'elles cherchaient non plus et ce qu'elles pouvaient apporter comme élément de formation. Si vous allez en entreprise, c'est pour apprendre quelque chose. Eh bien, tant que vous ne mettez pas les acteurs autour de la table, vous ne pouvez jamais avoir de réponse à ces questions. Pardon, Pascal Vivier, faut-il faire la différence d'ailleurs, finalement, entre un élève de seconde générale technologique ou professionnelle pour un stage? Alors, ce qu'on observe de façon très concrète, c'est d'abord le manque d'écoute qui était évoqué tout à l'heure se traduit par la mise en place de ces stages de seconde, précisément parce qu'il y a des territoires dans lesquels on voit qu'en fait les stages sont à cheval entre les élèves de seconde générale et les élèves de voie professionnelle. Ce qui fait qu'il y a des entreprises qui se mettent au pas pour accueillir des élèves de seconde générale, mais qui n'ont pas les conditions pour accueillir des élèves de lycée professionnel, parce que ça implique plus de responsabilité, ça implique plus de temps. Lesquelles ? C'est-à-dire comme responsabilité? Il y a une exigence de réalisation, il y a une exigence d'action pour les élèves de lycée professionnel. Ça veut dire qu'on n'est plus simplement dans l'observation, là où le stage de seconde générale a précisément été vendu comme un stage qui permet à l'élève de découvrir dans la voie professionnelle. Il y a des acquis très concrets à valider. Donc il y a une différenciation de fait qui s'observe, qui dessert aux élèves de lycée professionnel, d'une part parce qu'on sait maintenant sociologiquement que c'est des profils d'élèves différents et que ça implique aussi une posture de l'entreprise qui va être particulière. Nous, on situe l'enjeu à la responsabilité sociale de l'entreprise, parce qu'objectivement, un élève qui arrive en seconde professionnelle, il y a peu de chances pour qu'il apporte, hormis des perspectives, une vision de l'entreprise différente. Il y a un enjeu pour l'entreprise de se dire finalement, on doit aussi prendre notre part de responsabilité dans la réussite éducative de tout le monde. Et je pense personnellement que ça aiderait à beaucoup de sujets de justement engager ce nouveau mouvement de réflexion par rapport à l'entreprise. Oui, c'est un mouvement de réflexion générale finalement sur l'éducation. De manière générale, c'est qu'est-ce qu'on veut nous pour notre France, notre éducation, nos élèves et nos enfants finalement. C'est beaucoup plus de hauteur. Et comment est-ce qu'on implique tous les acteurs de la société? Voilà, parce que on voit très concrètement sur les dernières semaines qu'il y a tout un discours autour de la sanctuarisation de l'école, de ces sujets-là, mais finalement c'est pas la solution. La solution, c'est de dire on va intégrer tous les acteurs de la vie sociale, de la vie d'un territoire dans la réflexion éducative, parce que tout le monde doit prendre sa place. Avant ce stage, je crois qu'il s'appelait le PFMP, c'est-à-dire la période de formation en milieu professionnel, toujours? Toujours. Ah d'accord. Alors pourquoi on appelle stage alors? C'est quoi la différence? La différence, c'est que normalement, c'est pour les secondes généraux technologiques qui font un stage. Donc ils découvrent. En tout cas, ça répond à une commande politique. Il ne faut jamais oublier que l'année dernière, il y avait des émeutes. Que le président de la République a dit j'explique ces émeutes parce qu'ils s'ennuyaient. Et qu'ils avaient obtenu, qu'ils étaient en attente de la réforme Blanquer et du bac général et technologique, donc on va les occuper. Donc c'est de l'occupationnel. Les PFMP, dans le terme, c'est période de formation. Donc l'entreprise, elle sert de lieu de formation. Oui, elle n'est pas un lieu d'observation, on y apprend quelque chose. Et on y apprend quelque chose quand on a une convention, quand c'est discuté avec les entreprises. Qu'est-ce que les entreprises peuvent apporter aux jeunes à apprendre? Nous, on regarde l'école, ce qu'on souhaite qu'elle apprenne, mais également la mise en application. Donc, c'est vraiment du donnant-donnant. Mais pour les secondes généraux technologiques, non, on est encore dans le stage de troisième, occupationnel, et malheureusement, cette occupation, elle est réservée uniquement à des jeunes qui ont des réseaux, les réseaux des parents, et ceux qui n'en ont pas ont des vraies difficultés à trouver un stage intéressant. Bien sûr, ce qui est souvent le cas effectivement en filière pro. On rappelle qu'il y a un tronc commun, et puis ensuite, donc effectivement, soit une période d'enseignement classique, soit une période de stage qui est choisie durant 6 mois. Est-ce que ce stage est indemnisé ou pas?
Alors pour l'instant oui, et j'allais dire jusqu'en 2026, puisque le temps d'indemnisation est limité. Ce qui fait que pour l'instant, ceux qui sont indemnisés, donc cette année, les secondes, premières terminales, mais on va être très, très technique, l'année prochaine et l'année suivante, ils n'auront pas atteint la quotité maximale de semaines indemnisées. Donc pour les 3 ans à venir, toute PFMP, ce que vous appelez stage, effectué est rémunéré. On va le dire comme ça. Gratifié, c'est le terme exact, à hauteur de 100 € par semaine quand on est en terminale. Dans 3 ans, on sait que les élèves qui prendront en charge ces semaines de stage supplémentaires par rapport aux autres ne seront pas rémunérés. Mais on est dans 3 ans et comme vous l'avez vu, la vie politique en France fonctionne aussi. Et donc pour l'instant, on va regarder comment ça se passe. Déjà, on se demande ce qui va se passer dans 3 semaines. Mais déjà, moi, enfin, je sais... 3 semaines plus 2 semaines. Je sais que normalement, dans quasiment tous les cas, on ne devrait plus avoir la même ministre. C'est souvent comme ça. Oui, et puis le reste aussi, forcément, ça va peut-être impliquer beaucoup de choses, j'imagine, dans l'éducation et notamment dans la filière pro. Vous l'avez dit, et malheureusement, il y a peu de temps pour cette campagne électorale et d'écouter les débats, mais les débats sur le fond, des uns et des autres. La vraie question, c'est où est la place de l'école? Ça sert à quoi l'école? De quels citoyens on a besoin demain? Mais également de quels travailleurs, de quels salariés à 5, 10 et 15 ans. Tant qu'on ne répondra pas à quoi sert l'école, quelle est la vision pour chacun de faire l'école, est-ce que c'est pour faire des citoyens des travailleurs, uniquement des travailleurs? Et cette orientation politique implique nécessairement des décisions qu'on verra dans l'avenir. Donc pour l'instant, on va passer à côté, on va se dire les choses. Malgré tout, l'enseignement professionnel, et merci encore de nous recevoir sur ce thème-là. C'est moi qui vous remercie. Mais on en parle peu, on en parle de moins en moins. Le président de la République, en ne nommant pas un ministre délégué, a décidé d'invisibiliser l'enseignement pro. Donc même dans les médias, on a du mal à dire ce qui s'y passe. C'est très difficile. Donc là, dans la campagne électorale, je crains malheureusement qu'on ne parle pas de l'enseignement pro, ça c'est sûr. Pour autant, il s'y passe des choses merveilleuses. Donc il faut le redire à chaque fois. Dylan, si vous voulez intervenir. Absolument, en fait, je pense qu'on est effectivement dans une période de crise, mais qui traduit aussi le manque de perspective et le manque d'horizon collectif. Et que l'école, c'est un élément, un moment qui cristallise aussi ses craintes, ses espoirs, et que ça se matérialise de façon très concrète dans la voie professionnelle. Et donc l'enjeu, c'est de dire, en fait, commencer à réparer l'école, c'est réparer le reste de la société. Et pour réparer l'école, il faut précisément s'atteler à réparer là où ça fonctionne le moins bien, à savoir en voie professionnelle, malheureusement. Mais c'est aussi, comme vous le disiez, là où on peut réussir à construire des choses très concrètes, très visibles et de façon très rapide. Et performante. On a beaucoup parlé évidemment d'inégalités et on a parlé, tout à l'heure, j'ai évoqué les groupes à effectifs réduits. Donc une généralisation de ces groupes, demandée par Gabriel Attal, en français et en mathématiques pour seconde et première pro. Et donc j'aimerais savoir si oui ou non cela va permettre d'enrayer ces fameuses inégalités dont on parle beaucoup, ces problèmes de mixité sociale et scolaire, ou est-ce que ça ne va faire que renforcer la problématique? D'abord, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on constate qu'il y a un besoin de diviser les groupes en lycées professionnels. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a une problématique académique qui est la résultante d'une problématique sociale profonde. Mais il n'y a pas de réponse ou de proposition qui est apportée sur la source. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'on a majoritairement ce type d'élèves en voie professionnelle. Objectivement, c'est une bonne solution parce que ça pense quelque chose de concret qui est la difficulté que les élèves de lycée pro ont sur un certain nombre de compétences. Mais maintenant, l'étape suivante, c'est de penser la base, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à réellement transformer ce qu'est le lycée pro en termes de composition sociale et se dire que les élèves doivent réellement choisir leur orientation. Sans parler des sources, en parlant juste du point de vue de la mesure en question, ça ne va pas creuser les inégalités? On ne va pas avoir les plus faibles d'un côté encore et les plus forts de l'autre? C'est un débat en ce moment. On n'a pas non plus la réponse dans les établissements scolaires. On sait une chose factuellement, moins vous avez des élèves dans la classe, surtout en milieu d'élèves qui sont en difficulté. J'aime bien le terme de Dylan quand il parle de réparer. Ce sont souvent des élèves qu'il faut réparer. Première réparation à faire, c'est l'estime de soi. Ils savent qu'ils arrivent en lycée pro, souvent parce qu'ils ont été en échec. Donc il faut qu'on leur redonne confiance en leur disant « ta vie, elle n'est pas foutue, au contraire, ça va être un nouveau départ. » Et on va essayer de te le proposer. Donc on sait qu'en effectif réduit, on travaille mieux. En revanche, la réforme, elle dit 180 heures de moins, 180 heures de moins de cours. Donc il va falloir nous expliquer comment
on réussit à faire mieux avec moins. Et là aussi, c'est un paradoxe. D'un côté, on essaye de faire plaisir aux profs en leur disant vous allez avoir de plus petits effectifs. Donc je ne suis même pas sur le choc des savoirs, à savoir est-ce qu'on fait des groupes de niveau ou pas. On commence à en parler. Donc nous, si c'est le cas, c'est une opposition ferme. Mais surtout, à la fin, vous avez moins d'heures de français, de mathématiques, de langue. Là où ces élèves-là ont le moins d'appétit, mais également le plus de difficultés. Donc il faut les remettre à niveau, il faut leur redonner cette envie, il faut du temps, il faut des heures de cours. Est-ce que c'était aussi l'idée du zéro, enfin du 100% insertion, du zéro décrocheur évoqué par Emmanuel Macron et par Gabriel Attal à l'époque, ministre de l'Éducation, l'idée de pouvoir justement avoir des jeunes qui ne décrochent pas de leurs études? Mais il n'y a personne qui veut que les jeunes décrochent. On a eu une ministre déléguée qui disait vous êtes les fautifs du décrochage puisque ça se passe en lycée pro. Et je n'arrêtais pas de lui expliquer que c'était des jeunes qui avaient traversé jusqu'à l'âge de 15 ans une école où ils étaient au fond de la classe, où ils ne réussissaient pas. Ils arrivaient chez nous, le premier trimestre, la première chose qu'ils faisaient, ils partaient. Donc on était uniquement une conséquence et non pas la cause du décrochage. Donc si on veut réellement lutter contre le décrochage, il faut s'attaquer au primaire et au collège, c'est-à-dire redonner aux jeunes l'envie de prendre en charge sa propre orientation, déjà donner envie. Si les jeunes, on parle d'orientation, il n'y a qu'une orientation en collège qui est faite. Il y a ceux qui vont vers la voie générale et technologique, voilà, parce qu'ils ont de bonnes notes, pour être clair, et puis tous les autres, parce qu'ils n'ont pas la moyenne, parce qu'ils n'ont pas de bonnes notes, ils sont punis et ils iraient au lycée pro. Eh bien, nous, il faut qu'on casse ça. C'est pas une punition. On peut vraiment avoir de carrière. Ce sont des choix politiques. Il faut qu'on ait des grandes écoles de lycée pro. Il nous faut inventer le lycée des arts et métiers. On a déjà le Centre national des arts et métiers avec des écoles d'ingénieurs. Très réputé. Très réputé. Donc, il faut qu'on puisse aller du CAP à l'école d'ingénieurs. Il faut savoir ce que cette société attend comme salarié, mais également comme citoyen. Et donc, oui, il faut y mettre un peu les moyens, mais avant les moyens, c'est que du bon sens. Et la première chose qui n'a pas été faite, mais la première chose à faire, c'est de mettre tous les acteurs de la vie politique, de la vie économique, du monde pédagogique autour de la table pour discuter. Et peut-être aussi des gens de la société civile qui sont passés par la voie professionnelle. Vous citiez effectivement toutes ces grandes écoles. Peut-être qu'ils prennent plus la parole et qu'ils aillent voir justement tous ces jeunes pour leur dire à quel point ça a été positif pour eux. Tellement, nous on a lancé ce qu'on a appelé un club des pros qui rassemble cette communauté d'anciens élèves de lycée professionnel qui justement sont maintenant des ambassadeurs de leur propre trajectoire, non pas pour vendre du rêve aux élèves et leur dire que la voie pro c'est formidable, mais aussi pour dire finalement, regardez, j'étais dans la même situation que vous, j'ai réussi à m'en sortir par l'école ou en dehors de l'école, mais j'ai quand même réussi à avoir confiance en moi. Et c'est probablement ce qui a profondément manqué aux discussions, et je rejoins totalement Pascal dessus, c'est on laisse la parole aux gens qui ont des trajectoires qui sont directement concernés par ces enjeux-là, parce que c'est eux qui sont experts de leur propre parcours. Avoir confiance aussi, c'est peut-être aussi être très entouré, particulièrement dans la voie pro, avec des psychologues, des coachs, des personnes qui vous donnent confiance en permanence, parce qu'il y a le fameux grand frère, le copain, celui qui va vous rencontrer effectivement et qui passait par cette voie-là, mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'il y a suffisamment de présence ? Alors nous, on pense, et j'en parlais tout à l'heure quand j'évoquais l'idée de sanctuarisation de l'école, on pense que aujourd'hui l'engagement qu'il doit y avoir, c'est tout l'inverse. Et on travaille notamment sur le sujet de la gouvernance des collèges, pour partir de la base, pour dire comment est-ce qu'on construit une orientation qui soit cohérente avec les aspirations et les souhaits des élèves. Et en fait, le parti pris, c'est de dire que dans un territoire où il y a du tissu associatif de proximité, où il y a des structures sociales, où il y a des acteurs qui sont plus ou moins identifiés, mais qui sont présents dans le quotidien des familles, il faut leur laisser la place au sein de l'établissement scolaire, peut-être une place aussi importante que le personnel éducatif. Et que, en gros, les compétences qu'un élève va développer dans son club de sport ou dans son activité périscolaire doivent être autant valorisées que les compétences académiques. Merci à tous les deux d'être venus sur le Grand JT pour parler de la voie professionnelle. Pascal Vivier, je rappelle que vous êtes secrétaire général de SNETA FO et Dylan Ayassib, fondateur de Une voie pour tous. Merci à tous les deux. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve.
De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Emmanuel Guimberteau. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci beaucoup d'être à nouveau sur le plateau du Grand JT. Vous êtes responsable communication institutionnelle et partenariat chez les éditions Jocatop. Vous avez été enseignant, Emmanuel, donc vous connaissez bien le milieu. Directeur d'école primaire pendant 22 ans. Et Jocatop qui arrive. Jocatop, c'est assez malin. Alors, vous le direz mieux que moi, la raison qui fait qu'on peut vraiment y aller directement sur ces jeux réussis en numération, par exemple, au CM1. Gros success story de Jocatop, 1 million de cahiers vendus par an, comme ça. Voilà, des cahiers en mathématiques pour faire classe, du CP au CM2, avec un blog enseignant que les enseignants connaissent très bien, qui s'appelle Bout de Gomme. Et ça fait pratiquement 10 ans que nous sommes en partenariat avec Bout de Gomme. Et dans ces cahiers, on a tout. Calcul, numération, géométrie. Donc c'est vraiment clé en main pour l'enseignant. C'est une véritable réussite. C'est extrêmement apprécié. Et maintenant, ça déborde de l'école parce qu'il y a beaucoup de familles qui connaissent les cahiers Bout de Gomme dans le grand public. Et c'était l'occasion pour nous, éditeurs, de travailler avec eux sur un autre projet dont on va parler. Oui, on va parler évidemment de l'autre projet, mais c'est vrai qu'on pourrait penser à la fois, les cahiers c'est assez classique comme format, mais c'est très bien fait parce que c'est à la fois ludique, à la fois englobant et entourant pour les enfants, et on rappelle en fait le principe. Le principe, ce sont des cahiers de révision qui sont soit pour les vacances, soit pour toute l'année finalement, c'est pédagogique. Eux, ils sont faits pour être utilisés en classe, d'accord. Donc là, on a tout le programme, environ 60 leçons avec... aucun manque au niveau programmatique, ça suit les programmes de l'éducation nationale. Vous l'avez dit, c'est englobant pour les enfants, c'est tout à fait le terme. C'est-à-dire qu'ils sont rassurés, c'est très beau. Bon, je ne vais pas en faire la lecture intégrale, mais voilà, ça c'est pour faire classe. Et puis les auteurs de ces cahiers, ils travaillent aussi avec nous sur un projet pour le coup parascolaire, un cahier de révision et un cahier de vacances tout au long de l'année qui s'appelle Utop. Et là c'est pour les parents avec leurs enfants tout au long de l'année et pendant les grandes vacances. D'ailleurs, Utop va rentrer dans sa 2e année. Le 1er juillet, on fête la 2e bougie de Utop. Il y aura une fête le 1er juillet parce que le 3 juillet, il y a un vote. Alors fêtons le 1er juillet déjà. C'est vrai qu'on est bien positionné. L'application d'entraînement pour les 6-11 ans, Utop justement. Donc cette application, elle est disponible sur toutes les tablettes, les ordinateurs, les Android, tout, etc. Et là, pareil, on retrouve effectivement ce principe de révision. Absolument. On révise en français, en mathématiques et en anglais. Donc les matières fondamentales. Une prédominance du français et des mathématiques, puisque ça correspond à la quantité d'enseignement de ces deux matières à l'école, à peu près 80%. Les savoirs fondamentaux. Et ces exercices sont faits par les auteurs du blog Bout de Gomme. Et les parents sont contents d'avoir l'anglais aussi, parce que c'est vrai que les Français sont très mauvais en anglais. Oui, alors je vais pas le dire, mais oui. Moi, souvent, vous prenez la responsabilité. Moi, je vais répondre oui, ils sont contents. Oui, c'est une demande. On le savait à l'école primaire. Aujourd'hui, on fait de l'anglais. Quand j'étais petit, on n'en faisait pas. Aujourd'hui, c'est incontournable. On commence même dès la maternelle maintenant à l'école. Et c'est vrai que la continuité entre la maternelle et le collège, elle passe par l'élémentaire. Ça n'aurait pas été raisonnable de ne pas mettre l'anglais dans notre application. Pour tous les parents qui ont peur effectivement des écrans, du temps d'écran, etc., là, c'est complètement maîtrisé. C'est maîtrisé, c'est sécurisé de deux manières. Un, parce que les parents peuvent configurer l'application au niveau de ses horaires, au niveau du nombre de jeux qui sont débloqués, parce qu'il y a des jeux pour valoriser l'engagement des enfants. Ils peuvent aussi limiter le nombre d'exercices par jour. Ça, on est un petit peu moins inquiet. Généralement, les enfants, ils se lancent pas dans 50 exercices par jour. D'ailleurs, c'est pas le but pédagogiquement. Et deuxièmement, c'est sécurisé parce que il n'y a pas possibilité de sortir de cette application. Donc, on n'a pas des liens vers d'autres sites. C'est ça. Pas de hacker possible, pas de pub non plus. Pas de sollicitation de pub. Et on récolte 3 fois rien pour l'inscription. L'adresse mail des parents, c'est tout. C'est l'identifiant. C'est tout. Alors, quand un produit marche, forcément, un produit s'exporte. En tout cas, essaie d'organiser des partenariats. Vous l'avez fait notamment avec l'hôpital Necker, qui est un très grand hôpital, reconnu mondialement, évidemment, pour les enfants. Cette fois-ci, vous avez fait un partenariat avec la Fondation Vallée. Racontez-nous. Oui, la Fondation Vallée, donc Hippolyte Vallée, c'est un psychiatre français du 19e siècle et qui a fondé cet institut qui existe encore aujourd'hui, qui était à Gentilly. Et il a, lui, à l'époque, été sensible à la cause des enfants qu'on appelait, je cite, les enfants idiots au 19e siècle. Les enfants qui ont des troubles cognitifs
et mentaux, et qui aujourd'hui, heureusement, on qualifie tout à fait autrement. Et il se trouve que je me suis rapproché de la Fondation Vallée parce que je me suis rendu compte que l'équipe pédagogique en place, puisqu'il y a une école dans la Fondation Vallée, la Fondation Vallée d'ailleurs dépend de l'hôpital Paul Guiraud à Gentilly, et bien à l'intérieur de l'école, il y a une équipe d'une vingtaine d'enseignants, de la maternelle au lycée, avec 10 professeurs des écoles et qui font classe à des degrés très différents, évidemment, avec des degrés de méthodologie, de compétences qui sont très différents en fonction des troubles cognitifs des enfants et de leurs difficultés. Et on s'est dit, voilà, dans la continuité de ce qu'on avait fait avec Necker et même de l'hôpital Saint-Maurice, on l'avait aussi expérimenté, on va aider des enfants. Donc je suis allé à la Fondation Vallée, j'ai rencontré la directrice Sylvie qui a été enchantée de la proposition que je lui ai faite. C'était pas une démarche commerciale. Au début, elle s'attendait à ce que j'ai quelque chose à lui vendre, mais non, on n'avait rien à lui vendre. Au contraire, 5 tablettes grand format que vous avez données, ainsi qu'effectivement des abonnements à Outop, dont on vient de parler. Voilà, les tablettes en fait, ce sont les plus grandes du marché existantes. Je ne vais pas citer la marque, je suis pas là pour faire de la publicité, j'ai pas non plus des actions avec cette tablette, mais ces tablettes, pourquoi je dis qu'elles sont les plus grandes du marché? Parce que c'est pratique pour les enfants qui ont des troubles cognitifs, parce qu'elles sont faciles à manipuler, on voit très bien sur l'écran. Il se trouve qu'Outop est une application où on a épuré le plus possible l'écran pour que ça soit accessible aux enfants qui ont des troubles dyslexiques, dysorthographiques, dyspraxiques, mais aussi pour des enfants qui ont le profil des enfants de la Fondation Vallée. Donc ça a été naturellement qu'on leur a offert ces tablettes sur lesquelles on a installé Outop et on a ouvert des abonnements. Et j'ai des retours qui sont vraiment positifs parce que l'application est adaptée à beaucoup d'enfants de la Fondation. Donc c'est vraiment un retour qui nous ravit. Formidable. Et aussi des programmes qui sont du coup adaptés aussi pour les enfants de la Fondation Vallée? Ils ne sont pas particuliers. Alors vous voulez dire de la part d'Outop ou de la Fondation? De la part d'Outop, non, ils ne sont pas forcément adaptés. Cependant, dans Outop, on a des exercices de niveau 1, des exercices de niveau 2 et surtout beaucoup d'enregistrements audio, les consignes, les aides, un suivi adulte où on a des conseils pour l'adulte qui aide l'enfant. Donc, il y a tout un écosystème pédagogique qui vraiment met tout le monde dans une situation de réussite et de sécurité. Maths, français, anglais, ludique, ergonomique et simple, et d'autres fonctions principales d'Outop qui se différencient des autres applications qu'on peut connaître? Alors, qui se différencient pas forcément, mais en tout cas qui sont intéressantes. Des récompenses, parce que ça marche beaucoup comme ça. Le ludique et la récompense, ce sont souvent deux vertus qui sont très importantes pour les enfants. En France, on a tendance à croire que on ne travaille pas si c'est pas ludique et si il n'y a pas de récompense. C'est un tort. Les enfants, ils sont comme nous, ils ont besoin d'être récompensés et d'être valorisés. Donc des jeux, des récompenses avec des stickers qu'on gagne à chaque fois qu'on fait des exercices. Pas forcément qu'on réussit, mais qu'on fait. Des origamis à fabriquer, parce qu'il y a un petit côté travail manuel. On peut fabriquer un origami qu'on peut imprimer. Des diplômes à la fin. Donc voilà, il y a tout un univers qui met l'enfant dans une situation où il a envie de revenir faire son cahier de vacances et son cahier de révision. Et les formations pour les enseignants, elles sont assez simples, l'utilisation d'Outop? Oui, la prise en main est très simple, on l'a voulu ainsi, parce que souvent on a des applications, vous me parliez de la concurrence, on a des applications qui au contraire sont difficiles à prendre en main. Du coup, que se passe-t-il? Les enfants décrochent parce que les parents n'arrivent plus à les suivre. Et nous, on a adopté l'attitude complètement inverse. On avait envie qu'il y avait un partenariat, un rapprochement entre les deux. C'est à ce prix-là que la réussite intervient. Je reviens juste sur les petits cahiers avant de vous laisser. Je réussis mes calculs au CP. Ça veut dire que là, dans ce petit cahier tout simple, j'ai toute l'année de CP. Vous avez toute l'année de CP. Je vous dis environ 60 leçons. Tout en calcul. Il y en a aussi en numération. Il y en a aussi en géométrie. Okay. Il y a aussi des cahiers mémo pour les règles. Il y a le même en CP, mais pour les règles. Donc, on a toute une collection. Et là, effectivement, on est en sécurité avec le programme. D'accord. Je vous les donne, Virginie. Je crois que vous avez une fille qui a bientôt l'âge. Ah d'accord, je crois que c'est pour moi. Non, je ne me permettrai pas. D'accord, parce que si c'est sûr, je n'arriverai pas à faire l'exercice, c'est possible. Merci beaucoup, en tout cas. C'est gentil. Je vous en prie. C'est adorable. Je n'ai plus de voix, comme vous l'entendez, mais je vous remercie 1000 fois. Voici les petits cahiers donc d'Outop. Je réussis mes calculs au CP, de Jocatop, pardon. Mon petit mémo de maths, donc ça existe évidemment pour toutes les classes, hein, CM1, CE1, CE2, etc. MCO. Bien sûr, l'application Outop dont on vient
vient de parler. Et puis, ce moment particulier, ce partenariat que vous avez signé avec l'hôpital psychiatrique, la Fondation Vallée, que vous venez de citer, qui va donc aider, j'espère, un maximum d'enfants dans leur apprentissage et leur enseignement. Merci mille fois d'être venu sur le plateau, Emmanuel Guimberteau. On va tout de suite retrouver Guillaume Buin pour sa chronique. Alors Guillaume, pour cette chronique, on va revenir sur les élections européennes qui se sont tenues ce week-end. Tout d'abord, si vous le voulez bien, vous allez nous expliquer brièvement le fonctionnement de ces élections européennes. Alors le scrutin s'est tenu sur 3 jours, du 6 au 9 juin, dans les 27 États membres de l'Union européenne. Comme tous les 5 ans, l'objectif étant d'élire plus de 700 membres au Parlement européen qui vont ensuite nous représenter, contrairement aux autres élections d'ailleurs. Le scrutin est unique, donc un seul tour. Un mot également de ce Parlement européen et de ses députés élus. Ils vont débattre, ils vont concevoir et adopter des lois sur les questions essentielles de notre vie quotidienne. Un Parlement qui dit défendre la liberté, l'égalité et la primauté du droit dans toute l'Union européenne. Et il promeut également la démocratie et les droits humains dans le monde entier. Les députés au Parlement européen décident aussi comment l'argent de l'UE est dépensé et approuvent notamment les budgets. Voilà, le décor est planté. C'est vrai qu'en France, on s'est un petit peu focalisé sur ce qui se passait et sur l'annonce de la dissolution, mais on va quand même parler de l'Europe et de ces élections européennes. Quel bilan tirer de ces élections? Alors pour nos voisins, globalement, l'extrême droite ou encore les nationalistes sont en hausse, des partis en tête ou alors dans le top 3. C'est le cas par exemple en Autriche, en Croatie, en Grèce, en Hongrie, en Lettonie ou encore à Malte, en Allemagne. Là aussi, 84 millions d'habitants dont 61 millions d'électeurs. La coalition conservatrice arrive en tête, près de 30% des voix, tandis que les nationalistes de l'AfD suivent avec près de 16%. Ce qui marque un outre-Rhin, c'est le grand revers, notamment d'Olaf Scholz et de son parti qui est à seulement 14% des suffrages. À noter que pour la première fois dans son histoire, il était possible de voter dès l'âge de 16 ans. En Allemagne, cela représentait près de 4 millions de primo-votants. On part en Espagne à présent, en pleine tempête. En raison d'un scandale qui touche Pedro Sanchez, dont la femme est accusée de corruption, le Parti socialiste a résisté malgré tout, 30%, mais finit derrière donc le Parti populaire, 34%, qui représente la droite. Et puis on a Vox, là le parti d'extrême droite qui est allié au Rassemblement national, qui approche des 10 points et qui est en nette progression par rapport à 2019. Et puis en Italie, on avait le parti de la première ministre actuelle, Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, qui est arrivé en tête avec un score qui est compris entre 26 et 30% des voix. Bon alors en France, c'est donc le Rassemblement national qui est arrivé en tête, 31,37% des voix, devant le parti présidentiel et évidemment la gauche. Emmanuel Macron a prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Et ma question est donc comment la presse étrangère a analysé ce qui se passait chez nous? Alors, plusieurs mots ressortent. Un séisme politique, une décision surprise, un pari énorme. Les qualificatifs ne manquent pas, tout simplement, parmi les médias étrangers pour évoquer les décisions du président français. Emmanuel Macron, qui est en une du Wall Street Journal. C'est peut-être une manière pour Macron de montrer qu'il a entendu les critiques. Voilà ce qu'évoque le Washington Post. Emmanuel Macron, qui est attiré par les paris, les démonstrations de hasard ou encore les coups de poker, peut-on lire dans les quotidiens américains. En Italie à présent, la Stampa qui titre « Meloni et Le Pen gagnent, c'est un choix historique et totalement inattendu ». Bref, l'étonnement. Le quotidien Resto del Carlino également titre « Le Pen gagne, Macron dissout le Parlement ». Et puis pour le Corriere della Sera, Emmanuel Macron joue la carte du désespoir d'une élection anticipée dans laquelle il espère ranimer un improbable front républicain contre le Rassemblement national de Le Pen et l'étoile montante Jordan Bardella. Chez nos amis belges, là cette fois-ci, notamment le soir, c'est un coup de tonnerre suivi d'un coup de théâtre. Le coup de tonnerre, c'est l'arrivée en tête du Rassemblement national. Et puis le coup de théâtre, c'est Emmanuel Macron qui annonce donc cette dissolution. Rien n'a pu arrêter la Bardella mania. Voilà ce qu'on dit du côté de nos amis belges. Le quotidien qui décrit un Emmanuel Macron très affaibli par sa défaite électorale, contraint de satisfaire l'exigence du parti d'extrême droite, fait après ce raz-de-marée qu'il a obtenu. Partons à présent en Espagne. El País, choc ultra en France et en Allemagne. Cette comparaison France-Allemagne revient beaucoup également, avec une description, une crise politique, notamment aux conséquences imprévisibles, avec la campagne la plus incertaine de l'histoire récente, peut-on lire dans les colonnes du quotidien, et ce, en réaction, je cite, à la défaite humiliante du président français, les Espagnols qui ne sont pas tendres avec Emmanuel Macron. On part à présent au Portugal, où là Marine Le Pen est également en une, avec ce titre très simple et ce constat: l'extrême droite progresse
en France. Et puis en Allemagne, là aussi la déroute, on l'évoquait avec l'extrême droite qui est arrivée en deuxième place. On a Die Welt notamment avec ce titre, les élections européennes, l'Union loin devant, chute des Verts. À noter également que la gauche était bien loin. Bild, après une violente claque aux élections européennes, Macron dissout l'Assemblée avec une nouvelle élection. Et cette question qui est posée aussi par Der Spiegel, mais que fait Macron? C'est la question que se posent également beaucoup d'observateurs. Et c'est ce que posent justement les Allemands. Et puis aux Pays-Bas, l'heure est au bilan pour le quotidien NRC. Élections européennes en Allemagne et en France. Le président français Emmanuel Macron qui convoque donc des élections après la victoire du parti de Marine Le Pen. Et également en Allemagne, le gouvernement d'Olaf Scholz. Rappelons que c'est la première puissance en Europe qui essuie là aussi un revers, un échec cuisant. Et comment est perçue la victoire possible de Bardella, en tout cas son arrivée probable à Matignon? Alors, on va partir du côté de la Suisse. Là, je cite ce qui a été dit dans les médias et dans les quotidiens. On y voit un jeune candidat qui a marqué la campagne par sa popularité. C'est ce qui a marqué justement les Suisses. À Londres, là aussi, c'est un tour de force. Il n'a commis aucune faute, n'a jamais perdu son calme et a su exploiter les réseaux sociaux. Tandis que du côté des États-Unis, le New York Times s'alerte et s'inquiète de cette grande menace nationaliste et xénophobe, une menace pour la liberté, car là aussi, vous l'aurez compris, en Europe, on a plusieurs partis nationalistes et conservateurs qui sont donc arrivés en tête. Pour vous donner quelques chiffres et pour bien comprendre la situation, le RN a obtenu plus de 8 points par rapport à 2019, donc c'est une forte hausse. Globalement, c'est arrivé le Rassemblement national au premier tour, notamment dans 32 613 communes, sur 93% de ces communes françaises ont voté pour le Rassemblement national. Concernant les catégories d'âge, là aussi, très marqué chez les jeunes, les 18-24 ans et les 25-34 ans, on évoque entre plus 9 et plus 10 points. Et puis selon les autres instituts de sondage, et là par exemple, les 18-24 ans ont voté à 32% pour la liste menée par Jordan Bardella, alors qu'on est à 20% pour Manon Aubry pour la France Insoumise, 10% pour les socialistes, 8% pour les écologistes. Les jeunes qui ont été aussi les grands absents de cette élection et pour voter, plus d'un électeur sur deux de 25-34 ans n'a pas voté ce dimanche. Alors, le prochain rendez-vous, on va vous les rappeler, c'est le 30 juin prochain et puis le 7 juillet également pour le premier tour de ces législatives en France. Avec des procurations possibles aussi pour ceux qui ne peuvent pas. À ne pas oublier, bien sûr. Voilà, effectivement, il faut juste se renseigner parce qu'il y a tout un petit processus en mairie, etc. Merci beaucoup, merci Guillaume Buin pour cette chronique. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenirs des Colliers et cette semaine, son invité est Sylvie Tellier. On va arriver à l'école. T'étais quel genre d'élève? J'étais studieuse. Je faisais pas trop bien être comme ça. Ouais, non, il faudra lire le livre, mais moi, je suis dans un contexte familial où, en fait, tu fais pas de bruit parce que tu sais que déjà la vie de maman, elle est pas facile. Donc, je me suis dit très vite, gamine. Ne lui complique pas la vie. Donc, j'étais une enfant sérieuse. Mais il faut avoir déjà une certaine maturité pour se dire ça. Maturité peut-être, mais de toute façon, une vie familiale compliquée te projette dans une maturité. Moi, effectivement, j'ai été dans des discussions avec mes parents, qui étaient beaucoup trop précoces pour moi. Je l'écris dans le livre en disant, il y a des choses qui devraient être préservées à des enfants. Nous, on n'a pas été préservés. Donc du coup, oui, j'avais certainement cette maturité de me dire, voilà, tu fais pas de vagues, tu travailles à l'école, tu crées pas de soucis supplémentaires à maman. Tes sœurs, c'était fait la même réflexion? Oui. Après, moi, j'avais le côté très scolaire, que mes sœurs avaient peut-être moins. T'étais première de la classe? J'étais pas première de la classe, mais non, parce que mais j'étais dans la bonne partie. Dans la bonne partie, ouais. Est-ce que globalement, quand tu regardes ta scolarité, tu te dis c'est un bon souvenir? Ah oui, j'ai adoré ma scolarité. J'ai adoré l'école. C'était un truc où... moi, je me dis quand même qu'on a la chance d'être dans un pays où l'école est gratuite. Alors, j'étais en privé petite parce que maman avait fait l'effort financier de nous mettre en privé parce qu'elle ne voulait pas qu'on soit les enfants du public dont les parents sont divorcés, dont la maman est au chômage. Donc, voilà. Elle avait peur des préjugés. Oui, elle avait vraiment peur des préjugés. Et puis, très vite, j'ai glissé au public parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je faisais quand même pas partie de cette caste et que moi, je le vivais mal. Tu t'es sentie, toi, en décalage? Oui, j'étais complètement en décalage parce que petite ville de province où on n'avait pas les moyens d'eux. Et puis, de toute façon, j'avais pas les moyens de continuer dans le privé après. Maman ne pouvait pas. Donc, je me suis retrouvée dans le public. Et je me suis dit qu'on est dans un pays fantastique où l'école publique, quand même, est un truc, malgré tous les préjugés,
et c'est un peu le but du bouquin, j'avais envie aussi de passer 2-3 messages en disant, on a parfois l'impression qu'on n'a pas les bonnes cartes à la naissance. Ça va peut-être être plus compliqué dans certaines familles parce qu'on n'aura pas des stages assez facilement, on n'a pas le réseau, on n'a pas ceci. Mais on est quand même dans un pays extraordinaire où si tu veux faire des études... Avec un accès à l'éducation qui permet de... Ah ouais, ça c'est... Parfois c'est plus long, c'est plus compliqué, il faut plus se battre, mais on peut quand même y arriver. Est-ce que tu avais une matière préférée? Oui, j'étais fan d'économie. C'est vrai. J'adorais l'éco, ouais, non mais Voilà. Donc c'est arrivé plus tard, ça c'est au lycée? Oui. Non, au collège, c'était quoi mes matières préférées? Les maths alors? Les maths. J'étais assez matheuse, mais j'aimais le français, j'aimais beaucoup... Non, je crois que ma matière préférée, tu vas hurler, c'était l'histoire géo. Ah, ça, c'est récurrent qu'on nous le dise. Ouais. T'aimais apprendre et... parce que j'étais quelqu'un qui était capable d'ingurgiter beaucoup de volumes de connaissances et du coup, c'était facile l'histoire géo. J'avais juste à apprendre par cœur et raconter. Donc j'avais des bonnes notes en histoire géo, donc ça me plaisait. Et à l'inverse, est-ce qu'il y avait une matière cauchemar? Lycée, la philo. Vrai problème. Mais non. Ah ouais, vrai problème. J'avais pas... Je pense que la philo, on l'enseigne trop tôt aux enfants. Je pense que si j'avais fait de la philo un peu plus tard, ça aurait été... Mais j'ai toujours été très cartésienne et pas du tout ouverte. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais eu plus de 6. Mais non. Ah ouais, j'ai même eu 6 au bac. Mon prof de philo m'avait dit, premier cours de philo, je crois que on commence en terminale, j'avais gratté 4 copies doubles et tout, j'étais à fond. Ah, toi, tu pensais que tu t'en... Ah oui, non, mais moi, j'apprenais tout par cœur et il m'avait dit, mais en fait, si vous ne réfléchissez pas, vous n'aurez jamais plus que 6. Et j'ai eu 6 toute l'année, j'ai eu 6 au bac. Avec un gros trait hors sujet, rouge. Voilà. Et t'as passé quel bac d'ailleurs? Éco, option éco. Ah oui. Et t'as eu une bonne note? Ah oui, j'ai eu éco F9 en éco, je crois que j'ai eu 17 en éco. Donc ça assure un très bon bac. C'est déjà la fin de ce numéro, on se retrouve demain, toujours en compagnie de Sylvie Tellier, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika, merci Sylvie. Tout de suite, c'est meilleur de School TV avec le ZAP. On est quand même dans des univers qui sont assez normés, qui sont assez... oui, bien sûr. Ce sont des espaces qui sont très genrés, effectivement. Et oui, et là comme ailleurs, évidemment, il y a un système patriarcal qui se met en œuvre avec un contrôle social, etc. Mais j'ai trouvé ça intéressant de voir comment tout ça se bricole et comment tout ça est beaucoup plus complexe et subtil que ce qu'on peut donner à voir souvent. Et beaucoup plus souple. Alors, il y a une présence de la religion. Absolument. Vous l'écrivez, le rossignol du sous-sol, si je me souviens bien, c'est le surnom de l'imam. Alors, parce que ça, c'est plutôt à la fin, mais en réalité, la religion, elle est là du début à la fin. Ouais. Moi, je me suis souvenue, par exemple, au moment d'écrire le livre, que mes parents, lorsqu'il s'agissait de rentrer à la maison, ils ne nous disaient pas il faut rentrer avant 20h ou avant 21h. Ils nous disaient il faut rentrer avant la prière du coucher du soleil. Donc ça rythmait même la journée en fait. Et il y avait une musicalité en fait autour de cette spiritualité qu'est l'islam. Et c'est ça que j'ai voulu donner à voir aussi, c'est que l'islam était là, présent dans la communauté, même dans le rythme de la journée. Mais oui, vous l'avez dit, de manière assez souple en fait. Voilà, je voulais complexifier un petit peu tout ça. Marion, vous avez 21 ans. Aujourd'hui, le samedi 27 avril dernier, à votre réveil, vous allumez votre téléphone. Vous y découvrez des photos de vous, ou plutôt des montages particulièrement réalistes. Vous êtes alors victime de ce qu'on appelle justement des deepfakes. Racontez-nous ce qui s'est passé ce jour-là. C'était un matin un petit peu comme un autre. Je me réveillais tranquillement. J'allais passer un examen d'anglais à mon école, donc déjà bien assez stressée. Et je reçois un message, puis de personnes qui me disent... Marion, on a reçu des photos de toi. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, écoute, envoie-les-moi. Et là, je vois que c'est un montage photo de moi, avec mon visage et le corps nu d'une autre femme. Donc, dans mon malheur, on va dire que j'ai eu de la chance, c'est que c'était un montage très mal fait. Vous avez tout de suite vu, de toute façon, vous avez reconnu que cette photo, effectivement, c'était pas vous. C'était une photo de mon compte Instagram. Mais avec votre tête, en fait, et le corps d'une autre femme. Voilà, c'était sans mes vêtements, en fait. C'était une photo de moi qui était sur mon compte Instagram, donc j'ai eu de la chance, parce que du coup, cette photo a été vue par tout le monde, mais une vraie photo habillée. Et on a vu justement que c'était de l'intelligence artificielle, un deepfake. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu stressée et je suis pas partie dans de bonnes conditions mon examen, Non, c'est sûr. Est-ce qu'on sait aujourd'hui pourquoi cette personne a fait ça? Qui elle est? Est-ce qu'elle est plutôt jeune? Est-ce qu'elle a une connaissance particulière justement de la manipulation de l'image? Je pense pas qu'elle ait une connaissance particulière. Quand j'ai vu les montages, c'était très simple. Assez grossier? Voilà. C'était sur une photo, j'étais blonde, une brune, on voyait très bien que c'était pas moi. Ah oui. C'était pas du tout, en plus, c'était pas représentatif, donc j'ai eu de la chance, on va dire, parce que c'était très mal fait. Donc, moi, j'ai pas vraiment eu peur dans le sens, je me suis dit qu'on allait vite voir que c'était pas moi, mais ça fait tout de suite peur, quoi. Je me dis, ça devient très grave, en fait, ça peut arriver à tout le monde. Si, j'imagine, Benoît Singly, vous avez misé quelque part sur ce projet, et les projets du collège dès le début?
Oui, alors très heureux de voir qu'on peut réussir dans nos petites campagnes. Nous sommes un territoire donc extrêmement rural, 7 habitants au kilomètre carré en termes de densité, donc c'est très peu. Un autre chiffre, sans vous assommer, 95 communes au sein de la communauté de communes qui ne représentent que 17 000 habitants. Donc vous voyez qu'on est plutôt habitué à des petits chiffres. Ça a été dit tout à l'heure, donc le peu petit collège de l'académie, malgré tout, de la réussite. C'est une chance d'être dans un tel collège, puisque forcément il y a un côté plus humain, il y a une proximité entre l'équipe pédagogique et les élèves et les parents. Il y a aussi une excellence depuis très longtemps sur ce territoire autour de l'environnement, et c'est ça qu'on a voulu faire un peu matcher, et je remercie l'ensemble des équipes du collège qui ont su justement s'appuyer sur cette expertise locale, sur cette qualité environnementale pour en faire vraiment un plus pour les enfants, montrer qu'on peut réussir des choses tout en étant à la campagne, et qu'il y a vraiment beaucoup d'avenir sur ces territoires. Donc voilà, vous sentez bien que pour nous c'est un enjeu de territoire, d'aménagement du territoire qui va au-delà même de cette notion de collège et de concours. Il y a quand même quelques figures menaçantes. Alors, pas tellement le prof espion, ça c'est rigolo, le prof espion. Non, et puis il a existé, je vous assure. Racontez le prof espion, c'est un mot valise, c'est un mélange de prof et d'espion. Oui, mais alors c'est une réalité. Oui, tout à fait. Salima et en tout cas, voilà, s'est essayé au contre-espionnage et a réussi. Oui, il y avait comme ça des profs d'arabe, vous savez, dans les écoles primaires. Et c'était des arrangements, en fait, entre l'État français et puis les États d'Afrique du Nord, Maroc, Algérie. Et en fait, ces profs, bon, en réalité, c'était des profs d'arabe, mais on n'apprenait pas l'arabe pendant le cours. Et c'était plutôt, voilà, parler du pays d'origine, dire à quel point le pays est très bien, est très démocratique, etc., à quel point il ne faut pas le critiquer. Enfin, et c'était, je pense, une certaine manière de contrôler tout ça, en fait, de contrôler les familles, etc. Dans les représentants de l'État, il y a une figure menaçante qui plane, figure, dites-vous, ambivalente, quasi fantomatique, celle de l'assistante sociale. On se dit intuitivement, l'assistante sociale qui débarque, c'est plutôt sympa. Ah oui, non. Alors, il se trouve que là, pour le coup, moi, j'avais peur de l'assistante sociale petite, et on était nombreuses dans le quartier à avoir peur. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut généraliser. Oui, parce qu'en fait, c'était quelqu'un qu'on ne voyait jamais. En fait, moi, j'ai jamais vu d'assistante sociale gamine, jamais. Mais c'était une menace. En fait, c'est une menace pour les familles. C'est si l'assistante sociale arrive, elle va diviser la famille, les enfants vont être placés, etc. Donc vraiment, il y avait cette menace-là. Alors, moi, j'en ai rigolé un petit peu dans le livre, parce que j'en ai fait un spectre, mais c'était aussi pour dire que la présence institutionnelle, en fait, en réalité, dans l'immigration et les quartiers populaires, elle n'est pas si affective que ça, en fait. Il y a très peu de proximité, il y a très peu d'amour, d'amitié, etc., malgré ce qu'on peut souvent nous dire. On a l'impression que si les enfants s'émancipent, en fait, des quartiers populaires et de l'immigration, etc., c'est grâce à l'institution. Moi, j'essaie de dire que souvent, voilà, il s'agit que de spectre. Marianne, les deepfakes qui font partie de l'objet de votre étude chez Milan Presse, deepfakes qui sont donc générés par une technologie, l'intelligence artificielle. Là aussi, même question, est-ce que les jeunes savent de quoi il s'agit quand on parle plus largement, non pas de deepfakes, mais d'intelligence artificielle, ou est-ce qu'ils la cantonnent plutôt à ChatGPT et peut-être même Midjourney, et puis à quoi ils pensent quand on leur parle d'intelligence artificielle, Marianne ? Alors le terme d'intelligence artificielle, il est beaucoup mieux connu des ados de la tranche d'âge qu'on a interrogé. Je vous ai dit tout à l'heure, seulement un tiers savait ce que c'était qu'un deepfake. Là, on est sur 90% qui nous disent savoir ce que c'est que l'intelligence artificielle. Après, quand on creuse un peu, c'est un petit peu plus douteux comme définition, mais malgré tout, ils ont entendu le mot et ils en discutent en famille. Donc il y a vraiment une connaissance et un intérêt pour l'intelligence artificielle. Après, dans leur pratique de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça reste quand même relativement pauvre. Pour l'essentiel, c'est le fait de parler à des assistants virtuels comme Siri ou Alexa. C'est la première définition qu'ils donnent de leur usage de l'intelligence artificielle. Et puis, effectivement, ils sont assez nombreux à avoir déjà testé ChatGPT. Et ils disent se servir de l'intelligence artificielle pour l'essentiel, pour faire leurs devoirs et pour avoir accès à des réponses à des questions qu'ils n'oseraient pas poser à des adultes. Donc c'est ces deux usages précis. Et puis pour l'utilisation qui est faite, ça reste encore relativement marginal. Qui a pensé ce programme C'est dans ma nature ?
Comme je le disais en introduction, c'est un programme qui s'est construit en équipe éducative, en communauté éducative. On s'est d'abord basé sur l'existant. Comme le disait M. Singly à l'instant, le collège, il est sur un territoire. Ce territoire, il est historiquement lié à la préservation de la nature. Vous avez le magazine le plus lu dans les terriers, La Hulotte, connu d'un grand nombre qui est présent sur le territoire à Boultaubois, une dizaine de kilomètres de l'établissement depuis les années 70. Vous avez un centre d'éthologie, de formation et de recherche qui dépend de l'Université de Reims. Donc on va dire que d'abord on est parti de l'existant. Qu'est-ce qui fait l'identité du collège? Au-delà des partenaires qu'on a pu identifier et qu'on a eu l'audace d'aller chercher ensuite, on est parti de l'existant du collège. Différents enseignants depuis de nombreuses années. Vous le savez, depuis 2019, les éco-délégués se sont généralisés dans les établissements scolaires, pardonnez-moi, et particulièrement au collège de l'Argonne, depuis plusieurs années, les éco-délégués étaient très dynamique, portée par la volonté d'une enseignante, entre autres. Et puis, l'idée a germé en équipe de direction. Nous l'avons amené en conseil pédagogique. Comme je le disais, on a identifié des partenaires. On s'est dit, on n'a rien à perdre à aller les chercher, leur poser la question. Et on a créé, on va dire, les prémices d'un comité de pilotage en avril 2023, nous permettant, avec des partenaires privés, publics, les collectivités locales, et avant tout, évidemment, une représentation des élèves, des parents d'élèves, des personnels et des enseignants, de construire ce qui allait devenir ce parcours expérimental, validé donc par le ministère, nous permettant ces 2 heures hebdomadaires supplémentaires. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Guillaume, à la fois pour les infos et pour la chronique. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. À la réalisation aujourd'hui, c'est Angèle Jean-Girard, le son Thibaut Goury-Lafont, le maquillage Laure Audemont, la coiffure Marine Plantec et Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.